Allez, on parle des marchés sur Boursorama avec cette question. La consolidation tant attendue par beaucoup d'investisseurs a-t-elle enfin commencé? On en parle avec Philippe Béchat. Bonjour Philippe. Bonjour. Rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Cette question, oui, est-ce qu'on n'a pas un début d'inquiétude sur les marchés? On a eu une fin de semaine qui était compliquée en France, sur les marchés américains. Plus grosse baisse depuis le 3 janvier. Après ce rallye haussier. Sur l'Asie, ce n'était pas joli non plus. Tokyo qui clôture en baisse de 3%. Le CAC qui est dans le rouge en matinée, qui cherche à passer dans le vert à l'heure du déjeuner. C'est quoi, de nouveau, les raisons, enfin, la peur du ralentissement économique, on aurait pu, on l'avait il y a 15 jours, il y a 3 semaines, il y a un mois. Pourquoi ça corrige maintenant alors que les données sont quasiment les mêmes? Même s'il faut dire ce qui est, sur l'Europe, on a eu des indices d'activité qui n'étaient pas très bons en fin de semaine. L'indice IFO a un peu rassuré ce matin. Je dirais que ça fonctionne un petit peu comme un test des résistances des matériaux. Vous avez un câble qui est censé résister à une traction de 5 tonnes, puis vous lui mettez 5 tonnes 3, il tient, 5 tonnes 5, il tient toujours, puis à 5 tonnes 75, et il claque. Je pense que c'est ce qui s'est passé vendredi. Sur les marchés américains et même en France. Voilà. Rappelons-nous que vendredi à 9h15, les places européennes et Wall Street est parti pour une 11e ou semaine de hausse sur 12. À 9h15, tout va bien. Et puis tombent les indices précurseurs d'activité en Europe, manufacturière, services, c'est-à-dire l'activité du tertiaire. Et là, d'un seul coup, on se prend un gros coup de massue sur la tête. Mais en fait, tous ces éléments qui ont été synthétisés par les PMI vendredi, mais on les a sous nos yeux depuis des semaines et des semaines. Alors pourquoi cette peur a pris corps là maintenant? Alors, peur ou réaction ou surréaction. Enfin, peur, j'y vais fort parce que quand on voit encore une fois le CAC 40 aujourd'hui, on est quasiment à la mi-journée flat. Là, je dirais qu'il y a ce coup, il y a une espèce de réalité qui s'est imposée au moment où on était sur un consensus haussier qui était de 90%, on était full risk on avec des indicateurs de stress qui étaient au contraire au plus bas depuis début octobre 2018. On avait des discours comme quoi il y avait tellement de gens qui avaient raté le TGV de la hausse ou le funiculaire de la hausse que dès qu'il allait marquer une pause, tout le monde allait se ruer dedans. Et en fait, vendredi, on voit tout le contraire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où d'un seul coup, ça se retourne à la baisse, là, les carnets d'ordre se vident littéralement. Il n'y a plus un acheteur. Alors, ce n'est pas aussi flagrant que ça sur le S&P 500. C'était une séance avec des gros volumes. Donc oui, il y avait quand même des acheteurs. Mais en face, beaucoup de vendeurs. Mais c'est surtout le Russell 2000 qui perd 3. C'est quoi ça, le Russell 2000? C'est un peu notre mid-CAC aux États-Unis. C'est les 2000 valeurs petites et moyennes. Attention, ça va chercher des boîtes qui font plus d'1 milliard de capitalisation. Et très arrivé à ce Russell 2000, c'est ça? Voilà, Russell 2000, moins 3,6%, donc la plus forte baisse depuis début décembre. Ça veut dire que, alors qu'on avait des cours qui d'un seul coup se détendaient, on aurait pu se dire, tiens, il y a peut-être 2-3 dossiers que je suis content, ça perd 5%, je vais rentrer dedans. Ça a été tout le contraire. Ça a été un véritable sell-off en fin de séance. Il n'y avait plus un acheteur sur les valeurs petites et moyennes. Plus un. Oui, mais ça tient encore une fois aujourd'hui à Paris, ça tient. Il y a pas. On aurait pu imaginer qu'après vendredi, ce décrochage aux États-Unis et en Asie, on continue sur la même tendance en zone euro et à Paris, c'est pas le cas. Ouais. On va dire qu'il y a peut-être eu un peu d'excès de vente vendredi. Avant le week-end, il est normal, beaucoup d'opérateurs mettent leur carnet à zéro, enfin surtout si un peu ça ne va pas dans le bon sens. Donc par prudence, on sort un peu avant le week-end, peut-être qu'il y a eu un peu plus de pression sur les dernières minutes de la séance de vendredi. Et aujourd'hui, on revient, on essaie d'ajuster les choses. Par contre, ce matin, les moins 3% à Tokyo, quand on regarde l'impact technique, Tokyo revient un mois en arrière, en une séance. Un mois en arrière. On est revenu en dessous des 20 000, des 21 000. C'est quand même très spectaculaire. Donc la question est de savoir maintenant, est-ce qu'on a ou pas cassé la tendance haussière? Alors, je peux dire sur le Russell 2000, là, sans avoir aucun risque d'être contredit, la tendance est cassée. Sur le Nikkei, la tendance haussière est cassée. Sur le CAC 40, j'en jurerai pas. Voilà. Parce qu'en parallèle, il y a quand même ce mouvement intéressant qu'il faut regarder sur les taux d'intérêt un peu partout dans le monde. On a quand même un signal très négatif qui nous est envoyé par les marchés de taux.
les taux à 10 ans qui repassent en territoire négatif en Allemagne, qui est encore au plus bas à 2,50, moins de 2,50 sur le 10 ans américain, moins de 0,35 sur le 10 ans français. Le marché taux nous envoie un signal très négatif. Bah, la dernière fois qu'il nous a envoyé un signal aussi négatif, c'était à l'automne 2007, ce qui n'avait pas empêché, rappelez-vous, le S&P ou le DAX de faire ses records historiques, hein. On avait pourtant des signaux clairs de précurseurs d'un ralentissement. Alors là, c'est vrai que vendredi, d'un seul coup, on a l'inversion totale, c'est-à-dire que l'argent à un mois affiche 2,48 de rendement et l'argent à 10 ans aux États-Unis, le T-bond, c'est 2,45 et même plus fort. Le 5 ans, il a fait une incursion sous les 2,25. Autrement dit, actuellement, le taux directeur aux États-Unis, c'est 2,25, 2,50. On avait un moment le 5 ans en dessous de la fourchette. Directeur de la Fed. Ça veut dire qu'on anticipe à un horizon de 18-24 mois, au moins une baisse de taux aux États-Unis. Voilà. Donc là, c'est une configuration qui est clairement une configuration de récession. Et qui n'est pas du tout le discours que tenait Jérôme Powell mercredi dernier. Certes, Fed plus accommodante, mais croissance toujours toujours robuste, un petit peu moins dynamique que 2018. Mais enfin, il n'y avait pas de version négative des anticipations. Il n'y a pas de retournement dans l'esprit de la Fed ou même de la BCE. C'est juste que le cycle, il se calme un peu. Ouais. Voilà. Mais selon vous, en tout cas, la bonne marche du CAC 40 n'est pas cassée parce qu'il y a des facteurs de soutien, c'est ça? Toujours sur le CAC 40? Parce que c'est vrai, les banques centrales veillent au grain, même si quelque part, peut-être que la Banque centrale américaine est un peu inquiétée à force de dire on n'attendait pas qu'elle nous en dise autant. Après, au début, la réaction première, c'était de se dire tout ça, c'est une bonne nouvelle, plus accommodant, plus de soutien. Après, on se dit mais peut-être que la situation est plus grave que prévu pour que la Fed en fasse autant aujourd'hui. Bref, qu'est-ce que... C'est dans l'analyse du discours, bien sûr. C'est-à-dire que la Fed, elle arrive avec presque une hotte de Noël. C'est super les cadeaux, tout. Ils vont plus monter les taux, ils vont arrêter de réduire leur revente d'actifs. Puis après ça, on se dit, mais si tout va si bien, puisque quand on écoute M. Powell, la croissance reste robuste, l'emploi... Et si tout va si bien, pourquoi est-ce qu'ils en font autant? Et ben voilà. Donc ça, c'était de ce coup la prise de conscience que on rase pas gratis, quoi. Ouais. Puis alors là, vendredi, là, on découvre effectivement la réalité, non pas de l'économie telle qu'elle était il y a un mois ou telle qu'elle était en début d'année. Là, les PMI, c'est vraiment l'anticipation de la croissance à 6-9 mois. Et là, c'est plus du tout ce qu'on s'imagine. Mais vous écoutez, on finit là-dessus, Philippe. Le CAC 40 pourrait éviter justement, échapper à cette correction parce que, encore une fois, les facteurs de soutien sont là. Alors, on les connaît, ils sont, celui que l'on va nous asséner à nouveau, c'est tous les gérants qui sont là en train d'attendre parce que mais si la hausse est faite sans volume, il y a plein de mecs, plein de gérants qui attendent, qui sont pas rentrés, etc. Alors qu'en fait la gestion, la réplication indicielle passive fait qu'aujourd'hui il y a très peu de gérants qui sont en retard. Alors ils y vont pas, on va dire, le cœur léger, ou ils y vont pas avec enthousiasme. Enfin, n'empêche qu'ils sont, leur logiciel achète du papier. Ils ne sont pas en dehors. Il n'y a que des gérants totalement discrétionnaires, et je n'en connais plus aujourd'hui, qui seraient complètement passés à côté en disant, moi, je connais bien les fondamentaux. Moi, je sais ce qui se passe aux États-Unis. Je vois bien la misère, même en Californie. Je vois l'immobilier qui a ralenti. Je connais bien la réalité économique. Le marché, qu'est-ce qui paye en ce moment? Même si vous savez exactement ce qui se passe et qu'ensuite vous êtes effectivement confirmé, vos analyses sont validées, entre-temps vous avez vu le marché prendre 20%. Plus personne aujourd'hui laisse le marché prendre 20%. Donc tout le monde a forcément... Après un petit morceau voilà. de la hausse. Alors après, est-ce qu'on s'est montré plus offensif ou moins offensif? Finalement, on s'aperçoit que les semi-conducteurs ont repris 24% depuis le début de l'année. Donc on se dit, les gérants, ils continuent de payer tout ce qui a de la vélocité dans un marché haussier. Et puis en fait, le secteur qui a le mieux performé juste derrière, c'est les utilities. C'est-à-dire ces valeurs ennuyeuses qui distribuent du dividende, qui ne font pas des embardés. C'est des entreprises qui ont des contrats avec les municipalités, avec les États. C'est du solide, mais ça ne fait pas rêver en termes de croissance. Ça ne fait pas rêver. N'empêche qu'aujourd'hui, c'est bien ça qui est ça en dit long. Et c'était même d'ailleurs, tenez-vous bien, c'était au zénith vendredi. C'est-à-dire que le Dow Utilities a atteint son record historique absolu vendredi.
quand on avait du moins 5% en moyenne sur les valeurs financières. Alors elles, bien sûr, plombées par une courbe de taux inversée. Évidemment. Voilà. Donc on voit que là, il y a une forme de discrimination qui se met en place. Mais cette discrimination-là, c'est-à-dire des utilities au sommet, ça veut dire qu'en fait, les opérateurs dans leur tête sont quand même en mode risk-off. Et ça c'est quand même un précurseur. Mais pas sur le CAC 40, on finit là-dessus. Pour vous, ce début de consolidation sur le CAC 40, il n'est pas avéré, il n'est pas certain. Alors, tout dépend voilà. Non, mais si on prend en 5 minutes, en 20 minutes, en 1 heure, la tendance haussière elle n'existe plus. Si on prend en daily, aujourd'hui, si on terminait au-dessus de 5003, on invaliderait un signal potentiellement baissier. En hebdo, c'est toujours haussier moyen terme. Voilà. Donc à très court terme, ceux qui font du day trading, ils ne sont plus dans le marché, ou ils ne devraient plus y être. Mais globalement, la tendance, elle est toujours là. Mais ce n'est pas le cas sur tous les indices, et surtout pas sur l'indice des financières. Et méfions-nous aussi des technos, des semi-conducteurs. La cassure de la tendance, elle est imminente. Et sans ces deux locomotives, je crains que la tendance, globalement, elle ait du mal à tenir. Hein, voilà. Merci donc pour ces explications. Ce point de vue signé Philippe Béchade, rédacteur en chef de La Bourse au quotidien. Merci.